BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Avec aujourd'hui, vous allez voir une émission consacrée à l'eau et aux océans. Nous serons d'abord à Rouen, chez Lavomatic, qui, comme son nom l'indique, est une entreprise de laverie et de pressing. Vous allez voir que les enjeux autour de l'eau, de l'énergie et de la bascule de la filière textile dans son ensemble sont considérables. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre experte sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons des océans dans la deuxième partie de l'émission avec l'UNOC qui ouvre ses portes lundi prochain. En quoi est-ce un enjeu pour les entreprises ? En quoi la préservation des océans est-elle stratégique pour la pérennité des modèles d'affaires? On en parlera avec Cédric Batteur du groupe Gilbert dans la pharmacie et la cosmétique et Florent Favier de la Convention des entreprises pour le climat. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Rouen, chez Lavomatic, pour commencer cette émission. L'entreprise gère une dizaine de laveries et de pressing. Et pour faire sa bascule, il va falloir prendre des décisions sur l'eau, sur l'énergie et embarquer la filière textile dans un nouveau modèle. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Lavomatic. Allez, aujourd'hui, on vous emmène à Rouen, chez Lavomatic. Lavomatic, c'est des laveries, mais engagées, vous allez le voir, en énergie, en eau, en textile. Cette PME normande veut laver plus propre, plus sobre et surtout plus loin. Alors, on découvre tout de suite leurs défis. On a rénové cette laverie-là il y a 2 ans en se posant la question de comment on consomme... c'est même pas la question de moins, c'est comment on consomme la juste dose pour prendre soin. Tant pour prendre soin des vêtements que pour prendre soin de cette fabuleuse chance qu'on a d'accéder aux énergies de manière illimitée. Et donc se dire comment on lave bien avec les justes paramètres et les justes doses. Donc on s'est posé la question d'investir dans du matériel qui estime le poids du linge et qui adapte du coup la quantité d'eau potable utilisée et donc la quantité d'énergie utilisée pour chauffer cette eau. On a aussi choisi d'investir dans des séchoirs plus isolés, avec cette grande discussion toujours de se dire, sans faire du tout blanc ou du tout noir, mais donc justement la juste proposition à l'instant T de on est au gaz. Le gaz produit énormément de carbone, donc l'idée première avait été de dire on retire le gaz, sauf que ça a un impact important sur le temps de cycle en fait, de séchage des vêtements. Donc du coup on a essayé de trouver un juste milieu, c'est-à-dire on est resté au gaz, mais on a été chercher des séchoirs qui sont plus isolés, de nouvelle génération, plus isolés de manière à ce qu'ils consomment moins de gaz et que la calorie reste bien au centre du tambour et non plus serve à chauffer l'espace parce qu'elle se disperse. Voilà, on a essayé de faire un juste milieu entre tous les sujets économiques, écologiques et sociaux. Bonjour Laure Maracio. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis dans votre laverie à Rouen. Vous êtes la directrice de l'entreprise Lavomatic et vous êtes aujourd'hui avec nous en plateau pour qu'on vous aide à avancer. Et c'est Isabelle Albertelli à vos côtés qui va s'en charger. Bonjour Isabelle. Bonjour. Directrice climat de BPI France. Alors on l'a entendu, Laure a déjà beaucoup réfléchi à cette question de l'énergie. On ne part pas de rien. Comment est-ce que vous pouvez l'aider à avancer sur cette question complexe? Alors effectivement, c'est un des plus gros postes, j'imagine, avec l'eau des dépenses. Donc peut-être 3 idées. Une première, un peu plus directe et plus simple, qui serait de se dire comment sensibiliser le consommateur à ne pas toujours laver trop chaud. Parce qu'en fait, beaucoup de choses peuvent se laver à froid. Et donc ça fait de facto réduire la température et donc la consommation en énergie. Donc avoir une habitude de se dire que oui, à froid, ça peut suffisamment dégraisser, suffisamment laver. Peut-être parfois passer à 20-30 degrés. Mais des cycles beaucoup plus élevés ne sont a priori pas très nécessaires. Deuxième possibilité, ça va être ce changement de séchage. Alors, je vois qu'il y a déjà eu des investissements, donc c'est pas forcément adapté partout, mais il existe des sèche-linges qui sont faits avec des pompes à chaleur, donc en fait en version géothermie pour éviter le gaz, et qui peuvent réduire de 65% la facture énergétique et la consommation de CO2. Et normalement, c'est censé laver plus vite, mais après, ça va aussi dépendre de la capacité de chaque séchoir qui sont déjà mis en place. Et puis, on peut pas tout de suite remplacer, c'est-à-dire que là, les machines ont l'air toutes neuves, donc on aura tendance à quand même essayer de les utiliser un peu plus. Bien sûr. Dernier point, se dire est-ce qu'il y a une possibilité d'autoconsommer à certains endroits. Donc là, dans le bâti, c'est pas toujours possible, mais c'est de se dire est-ce que je peux mettre des panneaux solaires, est-ce que je peux en fait moi aussi capter de l'énergie pour faire tourner mes machines avec quelque chose de renouvelable. Ouais, des pistes intéressantes.
Laure Maresciau, la géothermie, effectivement, on n'en a pas parlé dans le reportage, ça pourrait être, vous vous êtes posé cette question-là? Alors on a la difficulté d'être effectivement locataire de l'ensemble des sites sur lesquels on se trouve aujourd'hui. Donc c'est des pistes qu'on a en tête pour certains magasins en particulier, mais pour l'instant on n'a pas passé le pas. Mais c'est des questions qu'on se pose effectivement. De toute façon, quand on pose énergie, on se dit bon qu'est-ce qu'on peut faire de manière globale? Et effectivement, éventuellement pouvoir être entre guillemets autonome sur ça. Moins comment dire... moins dépendant. Dépendant. Merci Thomas. Et il y a quelque chose, je trouve, de très intéressant que vous dites à toute fin du reportage. Vous dites il faut que je trouve un juste milieu entre écologie, économie, sociale. Ça, c'est votre vision de la transition climatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut pas être tout pour l'écologie, entre guillemets. On ne peut pas faire quelque chose de radical. Il faut trouver un équilibre pour que ça marche. Oui. Je crois fondamentalement, j'aime pas du tout les extrêmes déjà par principe, et je crois fondamentalement qu'il faut que les choses pour qu'elles se fassent et se mettent en action, qu'elles soient enthousiasmantes, et en l'occurrence, effectivement, quand on est entrepreneur quelque part, on nous a quand même élevé à dire que le but de l'entreprise c'était gagner de l'argent. Aujourd'hui, pour moi, le but d'une entreprise c'est être rentable, mais être rentable au sens large du terme, être rentable évidemment économiquement, mais être rentable environnementalement parlant et socialement parlant. Et si j'arrive, nous à notre petit niveau, à faire ce compte de résultats économiques, environnemental et social, et que le tout est effectivement rentable, là on aura gagné. Et c'est hyper enthousiasmant quand on réfléchit le métier comme ça. Bon, c'est ça le plan. On retourne sur place avec Philippine, parce qu'évidemment l'énergie c'est fondamental, mais on en parlait, il y a bien sûr aussi l'eau, qui est une autre ressource importante à gérer. Le pressing, c'est une activité aussi qui est très consommatrice. Lavomatic veut donc sortir du tout eau potable, recycler, filtrer et fonctionner en circuit fermé. L'objectif, c'est de ne plus prélever une goutte de trop. Et ça, c'est leur deuxième défi. La question, c'est est-ce qu'on doit laver avec de l'eau potable ? Et si oui, est-ce qu'on ne peut pas avoir des systèmes qui permettent d'être en circuit fermé et d'arrêter de prélever dans la ressource eau potable en amont ? Et dans cette question de l'eau potable comme outil de transfert, c'est aussi tout ce qui sort. Donc on prélève déjà dans cette ressource rare. Et en plus, quand on la rend au commun, on la rend chargée de micropolluants, microplastiques, microfibres, détergents, etc. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'à notre niveau, est-ce que la réponse est... Est-ce qu'on peut être en circuit fermé et on arrête de prélever? Alors, ce ne sera pas totalement du circuit fermé, ça je le comprends, mais se passer majoritairement de prélever dans cette ressource. Et en même temps, du coup, de filtrer et donc de garder les micropolluants, les microplastiques et de ne plus les rendre au commun. Ou est-ce que la question, c'est ne peut-être pas être plus royaliste que le roi, mais rendre de l'eau propre et donc traiter déjà la filtration chez nous pour ce qu'on rende au commun, ce soit quelque chose de propre, sans mauvais jeu de mots dans notre métier. Alors Isabelle, on voit bien que Laure se pose plein de questions. Toutes les questions. Quels sont vos conseils sur cette question de l'eau? Sur l'eau, donc ce sujet de la machine plus, on va dire, économe en eau, je pense que c'est déjà le cas. Quand je vois les machines, elles sont très neuves, on va dire, et cette capacité à mesurer quelle est l'utilisation la plus juste d'eau, en fait, permet déjà d'être plus efficient. Les machines nouvelles vont économiser jusqu'à 25-40% d'eau par rapport à ce qui peut être plus vieux. Ensuite, une autre possibilité, ça va être de se dire, est-ce que je pourrais la rendre moins polluée? Donc, c'est cette idée de détergent et de plastique. Donc là-dessus, il y a deux possibilités. Sur la partie détergente, c'est utiliser des détergents plus naturels, déjà pour que, en fait, derrière, ce soit moins pollué et le traitement soit plus facile. Et une autre façon aussi, ça nécessite un tout petit peu de travaux, mais à l'arrière, au niveau des conduits d'eau, arriver à mettre des récupérateurs de plastique, de microplastique. Donc ça existe. Après, la question, c'est que ça a été testé pour des machines individuelles. Est-ce qu'on peut trouver à l'échelle plus industrielle? Parce qu'évidemment, il va falloir un récolteur de plastique beaucoup plus important. Enfin, j'ai vu passer certains tests, mais du coup, c'est pas encore à échelle industrielle, de recyclage d'eau de blanchisserie. Et donc, ce serait derrière arriver à avoir une station. Mais là aussi, il faut faire des travaux. Et donc, ça suppose de faire venir un bureau d'études d'ingénierie et d'avoir vraiment une étude en profondeur sur toute la chaîne, en plus d'avoir peut-être plus de latitude sur les locaux. Laure, là aussi, vous n'êtes pas chez vous, donc vous ne pouvez pas tout vous permettre. Mais vous avez, comme sur l'énergie, vous avez une intuition quand même de là où vous voulez aller? Alors aujourd'hui, on est accompagné par l'Agence de l'eau pour faire une étude, effectivement, pour imaginer un système de traitement des eaux dans une des caves de nos laveries, sachant qu'effectivement la technologie existe. La particularité, c'est que nous, il va falloir les descendre dans les vieilles caves de Rouen.
Et puis, par exemple, comme mes confrères blanchisseurs qui, eux, peuvent maîtriser complètement les entrants, moi, quelqu'un peut décider de mettre une pastille de Javel dans le tambour, même si j'ai décidé de mettre de la lessive injectée. Donc, il y a ces questions. Aujourd'hui, on avance. Et effectivement, je suis entre deux eaux, c'est-à-dire, est-ce que... Sans mauvais jeu de mots. Est-ce que la question, c'est traiter l'eau ou est-ce que c'est effectivement la rendre propre ? Et là, on est dedans. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Bon, on retourne une dernière fois sur le terrain parce que vous avez un dernier défi à relever et c'est peut-être le plus ambitieux. Parce qu'il va au-delà de votre entreprise, c'est que vous voulez changer notre rapport aux vêtements. En résumé, vous voulez faire basculer la filière textile dans un nouveau modèle. Et s'il avait été le point de départ d'un changement global, Lavomatic veut embarquer la filière textile vers plus de sobriété, moins produire, mieux entretenir et surtout repenser notre rapport aux vêtements. Rien que ça. Nous allons procéder à un nouveau modèle économique. C'est de pouvoir déjà au niveau du lavage, de choisir un programme de lavage et non un pré-lavage, pour déjà faire des économies d'énergie, d'utilisation de l'eau aussi, qui me paraît très important. Et nous allons aussi choisir la température du textile, un peu plus faible et moins fort aussi pour notre planète. Quand on fait un lavage de drap à 90 degrés, pour moi, ça me paraît pas du tout essentiel au jour d'aujourd'hui. Donc on va encore descendre la température. Et on va aussi, vu qu'un vêtement est lavé régulièrement, nous, ça ne sert à rien qu'il soit lavé régulièrement à outrance tout le temps, en fait. Alors, Isabelle, pour conclure, en fait, quand on écoute ce témoignage, c'est comment est-ce qu'on fait, enfin je trouve, la manière de résumer, c'est comment est-ce qu'on fait pour redonner de la valeur aux vêtements ? C'est peut-être comme ça en fait qu'on va changer nos habitudes vis-à-vis des vêtements, dans l'achat, dans l'entretien. Comment est-ce qu'on redonne de la valeur à nos vêtements ? Ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui passe une loi au Sénat sur le sujet du fast fashion, donc c'est assez bien tombé. Il y a peut-être deux choses. Une partie qui va être globalement de la sensibilisation. Donc là, c'était mentionné, se rendre compte qu'un vêtement n'a pas besoin d'être lavé à outrance. Donc ça va dépendre des tâches, ça va dépendre du textile. Et puis évidemment, si on arrive à acheter des textiles plus durables ou qui tiennent plus longtemps, on aura moins besoin du service. De l'autre côté, il y a une façon de se dire, là, ce sont des points où les gens viennent apporter du textile. Et donc, comment on leur donne une vie qui dure plus longtemps ? Ça pourrait être de proposer des stands de réparation. Ça pourrait être d'avoir quelque chose pour la retoucherie. Et puis, derrière, en fin de cycle, presque revendre. Et donc, ça rapporterait en fait un complément de rémunération. Après, c'est un business model complémentaire. Donc, c'est sûr que c'est une diversification. Mais c'est vrai que utiliser les points, puisque tout le monde apporte son textile là, et proposer tout de suite de la retoucherie, c'est de la valeur ajoutée. Ça permet de le garder plus longtemps. Et puis, ça permet aussi peut-être au passage de soit le faire de façon ludique, si les gens peuvent aussi mettre la main à la pâte, à voir s'ils ont envie de s'y mettre ou pas, ou s'ils préfèrent juste le service. Ça permet de leur expliquer pourquoi on le fait et sur quel textile on peut le faire et de quelle manière même chez eux. Et puis enfin, de leur dire, je peux vous le revendre. Donc là, c'est aussi une possibilité où les gens, au lieu de complètement se débarrasser, on leur explique qu'on peut faire toute la chaîne. Dans l'idéal, ils en achèteraient moins dès le départ et ils les garderaient plus longtemps. Mais voilà, c'est un cycle où il faut être à chacune des étapes et trouver la rentabilité, c'est quand même pas si simple à chaque fois de changer de business model, puisque dans le local, il faut réaménager. Il faut aussi les compétences. Il y a des perspectives différentes, mais il y a de quoi faire pendant. Très intéressant ça. Qu'est-ce que vous en pensez en conclusion, Laure ? Cette diversification, elle vous paraît pertinente ? Absolument. Pour moi, le AE, complètement. Compléter votre business model avec d'autres briques. Oui. Et la question de la fin de vie. Alors, la fin de vie du vêtement, même dès le départ, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est comment nous, à notre niveau, est-ce qu'on peut apporter à nos clients cette envie de reprendre soin de leurs vêtements qui, de base, est fait pour prendre soin de nous. Donc, c'est comment on travaille sur la santé du vêtement, le confort et au passage de la soutenabilité du vivant. Mais je partage complètement. Pour moi, on doit remonter la filière et potentiellement bosser avec des fabricants de vêtements. Et ce serait génial de pouvoir avancer avec eux parce que mieux on connaît le vêtement, mieux on peut l'entretenir. Oui, bien sûr. Et puis, quand on redescend la filière, se dire effectivement... Comme je veux que les choses restent enthousiasmantes, je ne vais pas dire aux gens vous n'avez plus le droit de changer de vêtements. Je vais quand même leur dire que s'ils achètent des vêtements effectivement de meilleure qualité, ils dureront plus longtemps. Mais je peux comprendre qu'ils aient envie effectivement à un moment donné d'en changer. Et donc comment nous on peut être effectivement ce trait d'union, potentiellement faire finalement de la seconde main locale dans une ville, un village, se dire voilà nous c'est local et on permet aux gens finalement de se revendre les vêtements entre eux avec cette touche effectivement de couture et de fait de faire durer en réparant.
Et avec peut-être le besoin de s'implanter proche d'autres entreprises de textile qui vont vendre du textile, mais tout de suite pouvoir donner cette idée au consommateur que là j'achète et juste après je peux laver et réparer au même endroit. Il y a cet enjeu de local à travailler. Bon, c'est passionnant. On terminera sur ces perspectives d'évolution de votre modèle d'affaires. Merci infiniment à toutes les deux. Laure Marissiot de Lavomatic et Isabelle Albertalli de BPI France. À bientôt Isabelle. Merci. On a parlé laverie, pressing et de la ressource en eau. On continue à parler de tout ça. On va parler de nos océans à présent. L'Unox, c'est à partir de lundi prochain à Nice et BFM Climat sera sur